Eh bien, bonjour à tous. On est très heureux de vous recevoir virtuellement aujourd'hui pour un point sur les impacts du Covid-19 sur le droit immobilier. On connaît une période qui est inédite à plusieurs égards. D'une part parce on se reçoit et on se voit virtuellement. D'autre part parce que nous avons une production législative qui est tout à fait inédite actuellement. Plus de 300 textes législatifs, réglementaires, circulaires ont été produits depuis le 12 mars dernier. Et nous sommes encore au milieu du gué puisqu'on nous annonce une prorogation de l'état d'urgence qui ne sera pas sans conséquence sur les textes de la période d'urgence dont on va vous parler aujourd'hui. On a fait le choix d'un pot pourri de thèmes autour de la gestion immobilière et de l'investissement immobilier pour décrypter successivement par petits thèmes les principaux impacts du Covid-19 sur le droit immobilier. On est entre confinement et déconfinement et certaines des questions qui vont être traitées ici auront vocation à se poser de manière un peu durable si l'état d'urgence est prorogé au-delà du 24 mai. Je rappelle que la loi est actuellement à l'examen du Sénat. Je passe la parole tout de suite à Géraldine Piedlièvre pour un point sur les baux commerciaux. Quelques instructions peut-être préalablement pour assurer le confort de tout le monde sur ce webinaire. Les micros sont coupés. Vous pouvez poser des questions à droite par l'onglet questions. Le webinaire durera 1h30 et des sondages pourront être réalisés au fur et à mesure du webinaire. Géraldine, à toi la parole. Merci Sidonie. Alors, comme vous le savez, un bail commercial, c'est un partenariat sur du long terme. Alors, je vais aborder le sujet loyer de façon prudente et mesurée. C'est volontaire. Le sujet est mouvant, vous l'avez vu depuis plusieurs semaines, avec un empilement des textes, lois, ordonnances, décrets tous les jours, qui viennent bien sûr nous aider, nous apporter des réponses, mais qui suscitent aussi un certain nombre d'interrogations et des réactions parfois vives. Donc, dans cette période tourmentée, il nous semble que la prudence est de mise, qu'il faut faire attention à ne pas être trop tranché, attention aux préjudices d'image et aux décisions d'aubaine. Alors, s'agissant des textes législatifs, la loi d'urgence du 23 mars 2020 autorise le gouvernement à prendre certaines mesures afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie, et notamment des mesures permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers au bénéfice des micro-entreprises au sens du décret du 18 décembre 2008. Alors, je m'arrêterai un instant sur la durée de l'état d'urgence. Donc, à ce jour, elle court du 12 mars 2020 jusqu'au 23 mai 2020, minuit. Mais comme le disait Sidonie, projet de loi devant le Sénat aujourd'hui, examiné par l'Assemblée nationale demain, qui vise à proroger de 2 mois la durée de l'état d'urgence, soit potentiellement et même très probablement jusqu'au 23 juillet minuit inclus. Donc, la première ordonnance qui nous intéresse s'agissant des baux commerciaux, c'est l'ordonnance 306 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers. Donc, elle nous dit plusieurs choses, cette ordonnance. La première, son article 1er nous précise en fait le champ d'application rationné personnalisé de l'ordonnance. Et donc, on apprend que les bénéficiaires des mesures relatives au loyer sont les entreprises bénéficiant du fonds de solidarité, ainsi que les entreprises en difficulté, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Donc, d'après le décret du 30 mars 2020, ces entreprises bénéficiant du fonds de solidarité, elles doivent remplir diverses conditions, dont les principales sont un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 1 million d'euros, un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros, et ces entreprises, elles doivent avoir fait l'objet soit d'une fermeture administrative, soit
avoir subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% par rapport à l'année N-1. Bon, et bien sûr, ces entreprises éligibles devront justifier de leur situation sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Le deuxième article qui nous intéresse particulièrement, après les bénéficiaires, c'est l'article 4 de cette même ordonnance 316 qui, en fait, interdit l'application de pénalités financières, d'intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreintes, d'exécution d'une clause résolutoire, d'une clause pénale ou de toute autre clause qui prévoit une déchéance, qui interdit également l'activation de garanties ou de caution en raison d'un défaut de paiement de loyer ou de charges, et ce, pendant une période qui expire 2 mois après la fin de la période d'urgence sanitaire, soit aujourd'hui 23 juillet minuit et potentiellement dans 3 jours, 23 septembre minuit. Donc, le preneur éligible au fonds de solidarité se trouve protégé puisque le bailleur ne pourra pas se prévaloir efficacement à son encontre des clauses du bail ou mettre en jeu les garanties et cautions dont il bénéficie pour sanctionner un éventuel défaut de paiement de loyer ou de charges pendant cette période protégée. Deuxième ordonnance importante, qui est une ordonnance plus générale, toujours du 25 mars 2020, c'est l'ordonnance 306, qui est relative, elle, à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Alors, il faut savoir que cette ordonnance, la période juridiquement protégée par cette ordonnance, elle court jusqu'à la fin de la cessation de l'état d'urgence plus 1 mois. Donc, au moment où on se parle, encore une fois, ce serait le 24 août, puisque 23 juillet plus 1 mois, 24 août, si effectivement cette loi est adoptée. Et aujourd'hui, c'est le 23 juin. Donc, cette ordonnance, l'article qui nous intéresse particulièrement, c'est l'article 4 qui s'applique en matière contractuelle, qui nous dit plusieurs choses. D'abord, il nous dit qu'il y a un effet, une suspension des effets des clauses pénales, astreintes, clauses résolutoires, si elles expirent pendant la période protégée. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, elle précise également qu'il y a un report du cours des astreintes et de la prise d'effet de ces clauses pénales ou clauses résolutoires qui sera calculé à l'issue de la période juridiquement protégée en fonction de la durée d'exécution du contrat qui aura été impactée par les contraintes du confinement et non plus forfaitairement d'1 mois comme c'était prévu avant une ordonnance du 15 avril. Donc, il en résulte que les entreprises non concernées par l'ordonnance 316 que j'évoquais tout à l'heure devraient pouvoir également bénéficier de la neutralisation des sanctions pour non-paiement des loyers et charges sur le fondement de cet article 4. Dernier article de l'ordonnance qui nous intéresse en baux commerciaux, c'est l'article 5 de cette ordonnance 306 qui nous dit que si une convention ne peut être résiliée ou renouvelée que pendant la période protégée, le délai est prorogé de 2 mois. Donc, à titre d'exemple, si un bailleur doit délivrer un congé le 30 mars au plus tard avec une date d'effet pour le 30 septembre, par exemple, le bailleur aura en réalité jusqu'à 2 mois après la fin de l'état d'urgence pour délivrer ce congé. Alors, la question qui reste un petit peu entière, c'est qu'on comprend que, a priori, la date d'effet du congé ne bouge pas, mais ça réduit d'autant le délai de préavis pour celui qui délivre le congé. Donc, il faut le garder à l'esprit. Donc, au regard des différents textes, on réalise en fait d'une mesure générale, le 16 mars, lors de l'allocution du président de la République qui parlait de suspension de loyer, finalement, une catégorie d'entreprises très ciblée et limitée est aujourd'hui visée par ces textes. On ne parle pas d'annulation de loyer, mais d'une neutralisation des sanctions qui s'appliquerait donc à toutes les entreprises, peu importe la typologie d'activité. Alors, une fois qu'on a vu les textes, bailleurs et preneurs vont légitimement s'interroger sur le sort réservé aux entreprises non bénéficiaires de ce fonds de solidarité.
Et on voit que les preneurs cherchent à invoquer différents mécanismes du droit commun, comme la force majeure, l'imprévision, l'exception d'inexécution, ou encore chercheront à obtenir des délais de paiement. Alors, le sujet de la force majeure, article 1218 du Code civil, je ne reviendrai pas sur les critères que doit présenter la force majeure. Je voudrais rappeler que les juges ont jusqu'à présent refusé de qualifier de force majeure les épidémies, telles que le bacille de la peste, le virus H1N1, le virus de la dengue. Alors évidemment, on n'est pas dans une situation comme celle d'aujourd'hui. On sait également que Bruno Le Maire a déclaré la force majeure dans les chantiers publics. Ce n'est pas le cas dans les marchés privés. Aujourd'hui, les chantiers se poursuivent. On sait également que plusieurs arrêts ont été rendus en matière de droit des étrangers et ont reconnu le Covid-19 comme cas de force majeure. C'est des arrêts qui ont été rendus mi-mars par différentes cours d'appel, mais cela nous semble difficilement transposable en matière de baux commerciaux. Donc, effectivement, les preneurs cherchent à invoquer la force majeure pour solliciter une annulation des loyers ou une suspension des loyers, compte tenu de la fermeture administrative de leurs locaux. Et dans une situation comme celle-là, les bailleurs soutiennent que s'agissant d'une pure obligation de paiement, elle est insusceptible d'être empêchée, elle peut toujours être exécutée, sauf s'il y avait fermeture des places bancaires, et ce, en vertu de jurisprudence ancienne et constante. Donc en réalité, cette notion de force majeure, elle est vraiment une pure question d'espèce et elle doit être appréciée au cas par cas. Bien sûr, on ne peut pas exclure une éventuelle intervention législative qui viendrait peut-être alléger les conditions d'admission de la force majeure, et on ne peut pas non plus exclure que les juges, quand ils auront à se prononcer, fassent peut-être une appréciation un peu plus souple des conditions d'ouverture posées par l'article 1218 du Code civil. Alors, deuxième mécanisme du droit commun, la théorie de l'imprévision. Alors, l'imprévision, article 1195 du Code civil, ne concerne que les contrats conclus après le 1er octobre 2016, réforme du droit des obligations. Et il faut garder à l'esprit que la théorie de l'imprévision ne permet pas d'écarter les effets de l'inexécution du contrat immédiatement, mais permet d'en demander la renégociation tout en continuant à l'exécuter. Donc, les preneurs vont chercher à soutenir que, de par les circonstances, le loyer initial s'avère excessivement onéreux, mais les bailleurs soutiendront qu'en l'absence de toute augmentation du coût du loyer, le loyer n'est pas devenu excessivement onéreux, le loyer n'a pas changé. Et en réalité, le recours à l'imprévision ne répond pas en fait à la situation d'urgence qui est la nôtre et nous semble peu adaptée. Après, on ne peut pas exclure qu'elle soit utilisée pour une renégociation des termes du contrat. Alors, on voit également la notion d'exception d'inexécution, vous avez dû en entendre parler, et on voit qu'elle est utilisée et envisagée comme une réponse à la force majeure qui toucherait l'obligation de délivrance du bailleur. En fait, c'est la situation où, en réalité, le preneur va chercher à soutenir que, en raison de l'événement de force majeure qui entache l'obligation de délivrance du bailleur, le contrat est suspendu. Et donc, le preneur se prévaudrait de la suspension de ses loyers. Donc, s'agissant des commerces ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, ils chercheront à s'en prévaloir. Et bien sûr, le bailleur répondra que la fermeture administrative n'est pas de leur fait. Autre concept, article 1343-5 du Code civil, que j'évoquerai brièvement, il faut garder à l'esprit que les preneurs pourraient solliciter des délais de paiement qui pourraient aller jusqu'à 24 mois devant un juge. Donc, il résulte de ces différents points que les circonstances actuelles tendent nécessairement vers une certaine insécurité juridique. Il apparaît au regard des textes qui ont été rendus ces dernières semaines que le législateur n'a pas souhaité en fait que le bailleur supporte seul toutes les conséquences des mesures de confinement et de fermeture. Ça ne respecterait, à mon sens, ni l'esprit ni le texte de la loi.
Gardons à l'esprit que les tribunaux sont actuellement fermés, qu'il semblerait qu'aucune mesure judiciaire ne puisse être faite. Et donc, le fonctionnement des tribunaux ne reviendra qu'après de longues semaines, un fonctionnement normal. Et il nous semble inopportun que la crise sanitaire, crise économique soit ensuite suivie d'un emballement judiciaire qui viendrait engorger les tribunaux. Donc, dans ce contexte général, il nous semble être de l'intérêt commun des parties de trouver un terrain d'entente de bonne foi et des aménagements sur le paiement des loyers pour éviter notamment l'aggravation des difficultés, voire la faillite de l'une ou l'autre des parties. On voit d'ailleurs à travers la presse que c'est ce qui se fait depuis maintenant plusieurs semaines. On voit qu'il y a différentes mesures, différentes incitations. On sait que mi-avril, Bruno Le Maire a demandé aux foncières de faire des efforts, demander aux grands propriétaires d'annuler 3 mois de loyer. On sait que les représentants des bailleurs, dont la SPIM, ont appelé à l'annulation des loyers des TPE pendant 3 mois. Et on sait enfin également qu'un médiateur a été nommé par Bruno Le Maire pour entamer des discussions entre bailleurs et les enseignes. Donc voilà, sur ce point commerciaux, je laisse la parole à Sandra qui va vous parler des mesures fiscales et notamment en matière de déductibilité des loyers. Bonjour à tous. Comme vient de l'indiquer Géraldine, le gouvernement incite effectivement fortement les foncières à annuler les loyers. Alors, cette annulation peut se faire essentiellement par un abandon de créance. Alors, il nous semble nécessaire d'abord de revenir sur les méthodes de comptabilisation des loyers, que ce soit en comptabilité comme en fiscalité. Une activité locative est une activité que l'on dit de prestation continue, c'est-à-dire que les produits et les charges qui y sont attachés sont enregistrés au fur et à mesure. Le bailleur enregistre donc le produit correspondant au loyer au fur et à mesure, indépendamment du paiement effectif de celui-ci. De même, le locataire, dès lors que c'est une entreprise qui relève des bénéfices industriels et commerciaux, il enregistre également sa charge de loyer au fur et à mesure, indépendamment de son paiement. Si le bailleur entend accorder un abandon de créance de loyer à son locataire, il doit comptablement constater une charge exceptionnelle. Or, d'un point de vue fiscal, pour que cette charge exceptionnelle puisse être déductible, il faut que le bailleur prouve qu'il a un intérêt propre à accorder cet abandon de créance, cette renonciation à recette. Et donc, il faut qu'il prouve, et ça c'est le régime de droit commun qui le prévoit, qu'il a une contrepartie équivalente. Donc, devant la difficulté d'interprétation de ce texte et pour éviter de futurs contrôles fiscaux sur ce sujet, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, qui a été adoptée le 25 avril, prévoit un mécanisme général de déductibilité des abandons de créances de loyer accordés par le bailleur sans que celui-ci ait apporté quelque élément de justification de l'intérêt qu'il a à le consentir. Alors, ce dispositif a clairement pour objet d'inciter les bailleurs à accorder ces abandons de créances. Prenons ainsi l'exemple d'un bailleur qui devait recevoir un loyer de 100, il abandonne ce loyer de 100. In fine, le coût effectif de cet abandon sera pour lui de 72 au titre de 2020 si on part d'un taux d'impôt sur les sociétés à 28%. Alors, le nouveau dispositif, comme il est dérogatoire au droit commun, il est encadré d'un certain nombre de conditions. Alors, d'abord, il s'applique à tout type de bailleurs, que ce soit des bailleurs relevant des bénéfices industriels et commerciaux, donc ou de l'impôt sur les sociétés, ou des bailleurs relevant des revenus fonciers. Et je pense ici, au-delà des CI détenus par des personnes physiques, mais également aux SCPI qui ont des associés, pour l'essentiel, personnes physiques. Le dispositif s'applique également aux abandons de créances consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. À l'origine, le texte prévoyait une extension du mécanisme jusqu'au 31 juillet 2021, mais il a été finalement ramené au 31 décembre 2020.
Il ne faut pas qu'il y ait de lien de dépendance entre le bailleur et le locataire. De façon schématique, il ne faut bien évidemment pas qu'ils appartiennent au même groupe, mais un lien de dépendance s'établit dès lors que l'un est sous le contrôle de l'autre, que ce soit un contrôle de droit à travers une détention du capital de 50% ou un contrôle de fait. Et ensuite, pour les bailleurs relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, le dispositif s'applique à compter des exercices clos à compter du 15 avril 2020. Ainsi, si vous aviez abandonné un mois de loyer au mois de mars 2020 et que vous clôturez votre exercice au 31 mars 2020, vous ne pouvez pas bénéficier de ce dispositif. Alors, au-delà de la situation propre du bailleur, il était aussi intéressant de regarder celle du locataire. Comme je le disais en introduction, le locataire, il comptabilise la charge correspondant à son loyer au fur et à mesure de la prestation continue qu'est la location du local. Lorsqu'il perçoit un abandon de créance, cet abandon de créance constitue un produit comptable et un produit taxable. Certaines personnes ont tendance à l'oublier. Donc, pour le neutraliser, l'effet négatif, enfin en tout cas limiter plus que neutraliser d'ailleurs l'effet négatif de ce produit fiscal, la deuxième loi de finances a également prévu de rehausser le plafond d'imputation des déficits. Vous pouvez, lorsque vous disposez d'un exercice au titre d'un exercice N, le reporter sur les exercices suivants sans limitation de durée, dans la limite de 1 million d'euros plus 50% du bénéfice. Cette limite de 1 million d'euros sera rehaussée du montant de l'abandon que le locataire aura reçu. Étant donné la situation économique, il n'est pas sûr que beaucoup de locataires soient en situation bénéficiaire au titre de l'exercice 2020, mais c'est en tout cas un mécanisme qui a été introduit pour permettre de neutraliser l'effet négatif de l'imposition de l'abandon consenti. Alors, au-delà de ces mesures fiscales qui visent spécifiquement les abandons de créances, je souhaitais vous parler de l'impact du Covid-19 sur les délais en matière fiscale. Alors, d'abord, le mois de mai est un mois très chargé fiscalement avec de nombreuses échéances fiscales pour les entreprises et pour les particuliers d'ailleurs. L'article 10 de l'ordonnance 306 qui visait à proroger les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, indiquait explicitement que cette prorogation de délai ne s'appliquait pas aux déclarations servant à l'imposition, à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts. Il s'agissait là de préserver bien évidemment les recettes publiques pour assurer le fonctionnement des services publics, mais aussi pour financer toutes les mesures de soutien à l'économie. Donc, il n'était pas souhaité initialement de retarder la campagne fiscale. Toutefois, devant les difficultés des professionnels et notamment des comptables pour réaliser les audits nécessaires pour pouvoir établir les liasses, le ministre de l'Action et des Comptes publics a, dans un communiqué du 17 avril, accordé certaines prorogations. Alors, sont notamment visées les déclarations, donc l'alias fiscal, donc les liasses que doivent déposer les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, mais également les déclarations 2072 que doivent déposer les CI, certaines déclarations spécifiques telles que les DAS2 qui visent les commissions et les honoraires versés. Donc, ces déclarations peuvent désormais être déposées jusqu'au 30 juin 2020 sans qu'aucune pénalité puisse y être appliquée. Alors, j'attire toutefois votre attention sur le fait que certaines déclarations n'ont, elles, pas du tout été prorogées. Le délai pour les déposer reste le même. Il s'agit surtout de la déclaration de taxe de 3%, qui est très importante en immobilier et qui vise toute entité qui détient directement ou indirectement un immeuble. Cette déclaration doit toujours être déposée au plus tard le 15 mai. Donc, l'échéance arrive très vite sur ce point. Et la TVA, les déclarations de TVA doivent elles aussi être déposées dans les délais.
Alors, en revanche, l'ordonnance 306 a toutefois un impact en matière de procédure fiscale. Ainsi, la période protégée dont vous a parlé Géraldine, qui va donc du 12 mars au 23 mai plus un mois, a pour effet également de proroger les délais, certains délais en matière fiscale. Il s'agit notamment de certains rescrits. Lorsqu'une entreprise fait une demande de rescrit, dans certains domaines, l'absence de réponse de l'administration dans un délai de 3 à 6 mois vaut acceptation. L'ordonnance précise, et en tout cas la doctrine administrative qui a commenté cette ordonnance, indique clairement que lorsque le délai prévu arrive à échéance pendant la période protégée, ce délai est prorogé d'autant post-période protégée. En matière de droit de reprise de l'administration fiscale, vous savez que l'administration fiscale dispose du droit de redresser les résultats fiscaux d'une entreprise, mais ce droit est encadré dans un certain délai. En matière d'impôt sur les sociétés, par exemple, l'exercice 2017, si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, est prescrit au 31 décembre 2020. L'ordonnance, et encore une fois telle que commentée par le projet d'instruction, indique clairement que le délai de prescription est prorogé pour tenir compte de cette période protégée. Ainsi, l'exercice 2017 qui aurait dû être prescrit au regard de la TVA et de l'impôt sur les sociétés dès le 31 décembre 2020 se verra en réalité prescrit uniquement le 12 avril 2021, et ça bien évidemment c'est sous réserve de la prorogation de 2 mois qui est actuellement en cours de discussion. Donc la prescription pourrait n'être atteinte que mi-juin 2021. Donc ce sera un élément à prendre en compte, notamment dans les opérations d'audit dans le cadre des share deals. En matière de contrôle fiscal, aujourd'hui, il y a une suspension complète des contrôles en cours. Et là, c'est pareil, tous les délais qui sont impartis pendant pendant la procédure de contrôle fiscal sont prorogés pour tenir compte de cette période protégée. Je voulais finir sur un point, puisque là-dessus, la loi et la doctrine administrative sont muettes. C'est l'effet de cette période protégée sur certains engagements fiscaux qui sont pris. Je pense notamment aux engagements de construire et aux engagements de revendre. Donc l'engagement de construire permet à un acquéreur de bénéficier de droits de mutation extrêmement réduits, 125 € lorsqu'il s'engage à construire dans un délai de 4 ans un immeuble neuf. L'engagement de revendre permet également à un acquéreur de bénéficier d'un taux réduit de droits de mutation à 0,715 s'il s'engage à revendre son bien dans les 5 ans. Aujourd'hui, rien n'est prévu sur ces délais. Donc la prudence est de considérer que c'est le droit commun qui s'applique et que donc si votre délai pour construire s'achevait pendant la période d'urgence sanitaire, ben, vous êtes susceptible d'être redressé sur ce point. Donc voilà sur les principaux sujets en matière fiscale. Je vais désormais passer la parole à Sidonie Frèche-Dupérat qui va vous parler de l'impact du Covid sur les promesses. Et je vais laisser la parole pour commencer à Silke Nadolny pour un point sur les pourparlers et les questions pratiques liées à ces négociations et promesses. Ah, Silke. Bon, donc je pense que Silke a une difficulté technique. Je vais prendre le relais. Alors, négociations et promesses, le 12 mars, quand le confinement a été prononcé, de nombreuses négociations de promesses étaient en cours ou des pourparlers, et s'est posé la question du point de savoir si le Covid-19 est un motif de rupture des pourparlers. Est-ce que l'on peut, au motif du confinement, de l'état sanitaire, de l'insécurité économique dans laquelle on se trouve actuellement, suspendre ou rompre des pourparlers. Le
le principe qui gouverne la question est la bonne foi. Il est loisible à chaque partie d'interrompre les négociations. Il n'y a pas d'obligation d'aboutir à un contrat, mais si les négociations sont rompues, ce doit être de bonne foi, c'est-à-dire de manière non brutale et en justifiant d'un motif légitime. Et cette bonne foi, elle est appréciée de manière d'autant plus stricte que les négociations étaient très avancées. Lorsqu'on regarde la jurisprudence qui a eu à se prononcer par le passé, dans des circonstances certes différentes, donc comparaison n'est pas raison en la matière, lorsqu'on compare, on voit que les pandémies n'ont pas été considérées comme des motifs de rupture raisonnable des pourparlers. Ça a été le cas, Géraldine citait diverses jurisprudences tout à l'heure. En l'espèce, la jurisprudence a eu à se prononcer notamment sur la crise financière de 2008 et également sur le virus H1N1. Donc la pandémie n'est pas en elle-même, dans les circonstances antérieures, un motif de rupture des pourparlers. Et l'incertitude économique, dès lors qu'elle n'est pas avérée, n'en est pas une non plus. Donc le conseil à respecter en l'espèce, c'est de poursuivre de bonne foi ces négociations. Et on a bien vu que le confinement n'empêchait pas de continuer, d'échanger, peut-être avec des difficultés matérielles pour visiter, mais pour autant, les négociations pouvaient avancer. Vous avez été confronté à différentes difficultés pratiques pour signer les promesses et les actes. Alors des solutions ont été apportées par le gouvernement et cette période de confinement n'a pas été finalement une période de suspension des transactions après un peu de flottement. Pour les promesses et les actes authentiques, certaines études ont poursuivi et poursuivent leur activité et donc permettent des signature en présentiel. Il a été et continue d'être recouru également à des procurations avec une authentification de signature qui permettent de signer promesses authentiques et actes authentiques. Et enfin et surtout, après une petite période de flottement, un décret du 3 avril 2020 a autorisé les notaires à recevoir le consentement et la signature à distance. Ce qui a permis de débloquer un certain nombre de signatures. Alors pour les promesses sous seing privé, c'est bien sûr plus simple, avec un recours à la signature électronique qui est possible, mais un point d'attention qui est que ces promesses unilatérales de vente, lorsqu'elles sont sous seing privé, elles doivent être enregistrées sous 10 jours, ce qui en l'état actuel a pu parfois poser difficulté quand il n'y avait pas de procédure de dématérialisation près du service des impôts. Les points d'intention, on en reparlera, sont les mécanismes de conditions suspensives et on invite assez systématiquement à organiser des clauses de prorogation automatique et de rencontre pour les promesses qui sont signées depuis le 12 mars. On voit bien qu'on avance avec des incertitudes sur les dates. Le projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence en est un exemple. Donc, signer actuellement une promesse de vente, c'est possible, mais ça mérite certaines précautions et de la souplesse dans la mise en œuvre de ces promesses. Alors, quid des promesses qui étaient en cours au jour du prononcé de l'état d'urgence et qui arrivaient à échéance ou avant le 24 mai, fin de l'état d'urgence, ou après. La question qui se pose ici est celle du jeu de l'ordonnance 306 que Géraldine a présenté tout à l'heure, qui gèle les clauses résolutoires, les clauses pénales et les astreintes. Je rappelle qu'il n'y a aucun mécanisme général de suspension des obligations contractuelles, pas de mécanisme général non plus de suspension des sanctions contractuelles, mais cet article 4 de l'ordonnance 306 qui gèle les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses d'échéance de droit. Alors, est-ce que cette ordonnance
s'applique aux promesses et si oui, dans quelles conditions? D'abord, les promesses unilatérales de vente. Une promesse unilatérale de vente, c'est un engagement pour le promettant de vendre et une option pour le bénéficiaire d'acquérir. Le bénéficiaire ne souscrit pas d'engagement d'acquérir. À ce titre-là, le terme de la promesse n'est pas une clause résolutoire et ne remplit pas, selon nous, les conditions pour bénéficier du gel de l'article 300 de l'ordonnance 306. Si une promesse arrive à échéance dans la période juridiquement protégée, donc entre le 12 mars et le 24 juin, pour le moment peut-être prorogée au 24 août, cette promesse sera caduque si les parties ne se rapprochent pas pour la proroger. Or, on a vu qu'il y avait des difficultés matérielles à signer les promesses, les actes de vente, que les conditions suspensives pouvaient se trouver affectées également, raison pour laquelle le terme d'une promesse ne sera pas forcément, ne permettra pas nécessairement de donner lieu à la signature d'un acte de vente dans les délais requis. Donc, on invite les parties à se rapprocher, à négocier des prorogations, à tirer toutes les conséquences de la situation pour se permettre, si elles le souhaitent, de réaliser la vente. Alors, pour les promesses synagmatiques de vente, c'est un peu différent, car certaines promesses synagmatiques de vente sont assorties de ce qu'on appelle un terme extinctif, c'est-à-dire que, passé une certaine date, et à défaut d'avoir suivi les conditions de la clause de réalisation forcée, les parties sont libérées de leur engagement de vendre et d'acquérir. Toutes les promesses synalagmatiques de vente n'ont pas un tel terme extinctif. Il s'agit donc d'analyser bien précisément ce qu'il en est de la promesse qui vous lie peut-être. Pour ces promesses qui sont assorties d'un terme extinctif, nous pensons que ce terme peut être assimilé à une clause de déchéance ou une clause résolutoire et que ces promesses bénéficieraient à ce titre du gel des sanctions prévues à l'article 4 de l'ordonnance 306. Une promesse avec un terme extinctif qui arriverait à échéance entre le 12 mars et le 24 mai bénéficierait donc d'un report de ce terme égal à la durée entre la naissance de l'obligation d'acheter ou de vendre en l'occurrence, ce qui est un moment qui peut être délicat à fixer, surtout avec les mécanismes de conditions suspensives, et la date à laquelle la clause résolutoire ou de déchéance aurait dû prendre effet. Pour les promesses qui sont dénuées de termes extinctifs, on ne voit pas que l'article 4 de l'ordonnance 306 ait un effet de prorogation des obligations et de prorogation des délais. Il est donc essentiel d'analyser assez finement ces promesses et là aussi, en termes de conseils pratiques, de se rapprocher de sa contrepartie et de tirer ensemble, de bonne foi, les conséquences sur le cours du contrat de ces mécanismes de gel. Alors, un mot rapide sur les conditions suspensives, parce que c'est finalement un peu le grain de sable dans le mécanisme de la promesse qui va intervenir. Vous le verrez sur le slide suivant. On a traditionnellement un certain nombre de conditions suspensives, dont certaines ne posent pas de difficultés particulières. Je pense notamment aux états hypothécaires, et d'autres qui vont être chahutées par les ordonnances et l'allongement des délais. C'est le cas de conditions suspensives relatives à l'obtention d'un permis de construire à caractère définitif. C'est le cas également de conditions suspensives sur la purge du droit de préemption urbain. Vous êtes conviés à un prochain webinaire la semaine prochaine. Hélène Chloé, en matière d'urbanisme, vous développera ces sujets. Certaines conditions suspensives aussi qui tiennent à la purge du droit de préemption des locataires peuvent être perturbées. Il y a un débat sur le sujet du droit de préemption du locataire commercial ou d'habitation. Est-ce que ce délai est suspendu? Est-ce qu'il ne l'est pas? Les analyses sont assez partagées.
la sanction est telle, la nullité de la vente, que la prudence conduit à considérer que ces droits sont prorogés. Il faut donc tirer là encore les conséquences de ces situations sur les délais de la promesse, qui n'avaient par hypothèse pas été envisagés lorsque la promesse a été conclue avant le 12 mars dernier, et proroger ces promesses et proroger corrélativement les conditions suspensives qui l'accompagnent. Voici pour les négociations en cours et les promesses. Un point ensuite très rapide en matière résidentielle. Quelques minutes uniquement pour attirer votre attention sur les sujets saillants. Ce qui est assez frappant en matière résidentielle, c'est qu'il n'y a aucune mesure spécifique pour le logement. On a beaucoup parlé des baux commerciaux, il y a eu une attention très forte du gouvernement sur le sujet. On peut en discuter la portée et l'intérêt, mais à la fois dans les annonces et dans les mesures prises, beaucoup a été fait. Le logement, qui est aujourd'hui le lieu de confinement de chacun 24 heures sur 24, n'a fait l'objet d'aucune mesure. Pas de mesure sanitaire spécifique, pas de mesure en faveur des locataires. Et pourtant, des associations de locataires, des associations de bailleurs, notamment de bailleurs sociaux, ont fait beaucoup de demandes en ce sens. Rien de tel. La mesure d'abandon la mesure fiscale d'abandon de créances qui vous a été présentée tout à l'heure par Sandra Fernandez ne profite pas aux bailleurs qui consentiraient des abandons de créances en matière de baux d'habitation, 100% habitation. C'est un peu différent si le bail est mixte. Et pas d'arrêt de chantier non plus. Certains habitants confinés ont vu les chantiers se poursuivre dans des conditions plus complexes, dans des conditions plus lourdes, mais des chantiers qui se poursuivent en site occupé. Donc c'est assez paradoxal que le lieu aujourd'hui où on passe la majorité de son temps n'ait fait l'objet d'aucune mesure spécifique. La seule mesure spécifique est celle de la prorogation de la trêve hivernale qui devrait être prorogée. Pour autant, certaines dispositions générales ont des impacts importants en matière résidentielle. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ordonnance dédiée ou de mesures dédiées qu'il n'y a pas d'impact. La première, et je les liste pour créer des points d'attention sans rentrer dans le détail de chacune, c'est que bien sûr, il y a des précautions sanitaires spécifiques à prendre dans les immeubles, aménager le ménage, aménager la distribution du courrier. Le gardien et le bailleur ont sur ce sujet un rôle à jouer. Je rappelle que le bailleur a une obligation de sécurité à l'égard de ses locataires qui nécessite d'adapter la gestion et l'entretien de l'immeuble et d'adapter notamment les tâches du gardien à cette situation un peu particulière. Certaines questions se posent déjà, elles vont émerger tout à fait à l'avenir, c'est celle des charges locatives. Il va y avoir des charges locatives exceptionnelles, d'autres qui, à l'inverse, ne seront pas appelées, un gardien qui est malade, une entreprise qui ne peut pas se déplacer. Et la question à traiter sera celle des ajustements de refacturation. Est-ce que ces charges pourront être refacturées et dans quelle proportion? De la même manière, vous savez qu'en matière résidentielle, on doit mettre à disposition des locataires les pièces justificatives des charges. C'est une situation qui se trouve actuellement empêchée. Plus généralement, sur les conditions financières, l'article 4 de l'ordonnance 306 que j'ai évoqué tout à l'heure va trouver à s'appliquer et va geler le mécanisme des clauses résolutoires pour une durée potentiellement assez longue si l'état d'urgence est prorogé. De la même manière, les bailleurs vont à souffrir de la fermeture des tribunaux et ce qui sera probablement un fonctionnement très ralenti prochainement. Et sur ces sujets, ma recommandation est de ne pas attendre. Beaucoup de choses peuvent être faites amiablement avec les locataires sans attendre de pouvoir mettre en jeu des sanctions spécifiques. Et beaucoup de bailleurs l'ont fait.
Enfin, dernier point pour en terminer, la purge du droit de préemption des locataires, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Elle se trouve suspendue par l'effet de l'ordonnance 306 qui conduit à un retard important des processus de vente par lot des immeubles résidentiels. Donc, si certains de ces processus sont en cours, posez-vous la question, à quel stade j'en suis, quel est l'effet de l'ordonnance et comment puis-je poursuivre et dans quel délai. Voilà pour un panorama rapide sur l'immobilier résidentiel. Je passe la parole à Chloé Thieblemont et Alexa Fournier-de-Faille pour un point sur les procédures de financement. Oui, comme Géraldine, Sidonie et Sandra viennent de l'évoquer, la crise sanitaire que nous traversons actuellement a des répercussions importantes sur notre vie économique et bien évidemment dans le secteur immobilier. Il convient donc de s'interroger sur les conséquences que peut avoir cette crise sur les engagements de l'emprunteur au titre des contrats de prêt. La première question que l'on doit se poser, c'est de savoir s'il existe aujourd'hui un cadre légal et réglementaire régissant les relations banque-emprunteur. On vous l'a expliqué, la loi du 23 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement est habilité à prendre des mesures par ordonnance. Or, aucune ordonnance aujourd'hui ne régit spécifiquement les relations entre banques et emprunteurs. Ça ne veut pas dire toutefois que les autres ordonnances qui ont été prises par le gouvernement n'ont pas d'impact sur le contrat de prêt. Et c'est notamment le cas de l'ordonnance 306 et son fameux article 4 qui a été évoqué précédemment et qui suspend l'application de certaines stipulations contractuelles en cas d'inexécution de l'obligation. Donc, pas d'ordonnance spécifique, cela signifie que les stipulations du contrat de prêt vont continuer à s'appliquer et ça va être notamment le cas des tirages au titre des contrats de prêt. Est-ce qu'un emprunteur peut continuer à effectuer des tirages au titre du contrat de prêt? Eh bien, on va se référer au contrat. Si les conditions préalables sont remplies, l'emprunteur peut continuer à tirer sur son crédit. Certaines conditions préalables sont tout à fait objectives, ça peut être des conditions préalables d'ordre documentaire. D'autres sont plus subjectives et peuvent donner lieu à départ. Je pense notamment à l'absence de cas de défaut et cas de défaut potentiels, qu'on verra plus tard avec Alexa. Et évidemment la fameuse macrose ou l'événement défavorable significatif, donc il va falloir lire avec attention les stipulations. Un petit mot quand même pratique pour un emprunteur qui fait des tirages, il faut bien qu'il vérifie au titre du contrat de prêt comment ce tirage doit se faire. Donc évidemment un signataire habilité et dans cette période de confinement, il faut particulièrement vérifier ça et les modalités de transmission de l'avis de tirage si on peut le faire par courrier électronique et envoyer une simple copie à la banque. Alors l'impact du Covid-19, il concerne notamment et principalement les revenus locatifs et ce n'est pas sans conséquence sur les engagements au titre du contrat de prêt. La première conséquence est peut-être la plus évidente, c'est la capacité de l'emprunteur à faire face à ses obligations de paiement au titre de ses intérêts ou de son amortissement. Les emprunteurs peuvent connaître des difficultés avec leurs locataires, ce qui impacte leurs revenus locatifs et donc leur capacité à payer les intérêts ou l'amortissement. Je rappelle que le non-paiement au titre d'un contrat de prêt, c'est un cas de défaut qui a une période de grâce très courte, souvent limitée à des difficultés techniques, qui génère des intérêts de retard et donc qui alourdit le coût de la dette. Donc si jamais un emprunteur bailleur se rend compte que son locataire fait face à des difficultés, il va falloir qu'il anticipe, soit en faisant descendre des fonds propres, en se retournant vers les associés, soit en sollicitant la banque pour obtenir un report ou un rééchelonnement de ces échéances. Et bien évidemment, il faut le faire de manière relativement anticipée parce que ça prend en pratique un peu de temps. Le second impact, c'est sur les ratios financiers. Donc aujourd'hui, de nombreux emprunteurs bailleurs négocient aujourd'hui avec leurs locataires pour modifier les conditions des baux. Et la question que doit se poser l'emprunteur, c'est quelles conséquences cela a au titre du respect de ces ratios financiers. Alors je vais m'arrêter sur le principal ratio financier concerné directement
par cette négociation, c'est le ratio ICR qui va être immédiatement impacté. Un petit rappel, vous remettez des certificats de calcul à chaque date de test, mais les contrats de prêt prévoient que ces ratios doivent être respectés à tout moment. Donc, comment apprécier l'impact des modifications du bail? Eh bien, tout d'abord, on va vérifier les modalités de calcul du ratio. La période de référence, est-ce qu'on est en backward, est-ce qu'on est en forward? Évidemment, dans le second cas, les modifications de l'avenant vont être d'autant plus importantes sur la définition du revenu locatif net. Dans cette définition, on peut se poser la question notamment de savoir si on négocie avec le locataire un paiement mensuel d'avance au lieu de trimestriel d'avance n'est pas plus intéressant que d'avoir des impayés. Normalement, on prend tous les loyers perçus pendant la période de référence, donc l'impact mensuel trimestriel ne devrait pas impacter le calcul du ratio ICR. En revanche, comme vous le savez, les loyers impayés, eux, sont neutralisés pour les besoins du calcul du ratio ICR. Ça peut avoir une conséquence également sur les charges récupérables qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du ratio ICR. S'il n'y a pas de loyer, forcément, ça impacte également les charges récupérables. Conséquence du non-respect du ratio ICR, vous les connaissez, c'est avant tout un remboursement anticipé obligatoire partiel à concurrence du montant nécessaire pour remédier au défaut. Certains contrats prévoient que cette remédiation, ce remboursement partiel est limité en nombre de fois, donc bien vérifier qu'on n'est pas dans ces cas-là. Certains contrats prévoient également une alternative qui peut être intéressante, c'est le gage espèce, la constitution d'un gage espèce au lieu du remboursement anticipé obligatoire. Or, si l'emprunteur considère que finalement le non-respect est très conjoncturel et qu'il va être remédié dans les mois à venir, ça peut être plus intéressant pour lui d'activer ces stipulations du contrat et de constituer le gage espèce pour une certaine durée. C'est également un cas de défaut et un cas de blocage, donc pas de distribution, et puis les conséquences du cas de défaut qu'on verra avec Alexa. Troisième point, les modifications du bail, information ou accord de la banque. Vous savez que les emprunteurs sont très pris dans leurs négociations avec les locataires. Il n'en reste pas moins qu'il convient de vérifier dans les contrats de prêt si il ne faut pas requérir l'accord préalable de la banque. Donc là, chaque contrat a ses propres stipulations qui est en fonction forcément de l'actif, peut-être un peu plus restrictif sur les monolocataires que sur les multilocataires, et on peut avoir d'un accord préalable, quelle que soit la nature de l'avenant signé, à une simple information en passant par un accord si cela impacte le respect des ratios financiers. Donc bien relire ces stipulations. Enfin, indépendamment des revenus locatifs, il convient d'avoir une vigilance accrue sur certaines déclarations, engagements et cas de défaut au titre du contrat de prêt. Le premier, c'est la maturité du prêt. Certains contrats vont venir à maturité à court ou moyen terme. Vous savez que beaucoup de prêts financiers sont remboursables en totalité in fine, ce qui veut dire que le remboursement se passe par la vente de l'actif ou par un refinancement. Or, aujourd'hui, nous avons un contexte transactionnel dans le monde immobilier qui est ralenti et une offre de refinancement réduite. Donc, si la maturité du prêt est à court ou moyen terme, il convient d'anticiper cela et de contacter sa banque afin de savoir si une prorogation de la date d'échéance finale est possible et quelles sont ses conditions. J'attire également votre attention sur le fait qu'il ne faut pas se limiter simplement aux engagements dans les contrats de prêt, mais bien relire la partie déclaration. Certaines déclarations sont faites en effet qu'à la date de signature du contrat de prêt, d'autres sont réitérées pendant toute la durée du contrat. Enfin, parmi les engagements, l'information de la banque. Il convient de regarder particulièrement cette stipulation puisque cette information est souvent régulière, à date fixe, remise des comptes sociaux, des budgets, des business plans, mais elle peut être également ponctuelle. Ponctuelle en cas de survenance d'un événement particulier, un arrêt de chantier, une modification du bail, mais également ponctuelle si vous considérez par exemple que les documents que vous avez remis doivent être actualisés.
la plupart des contrats de prêt, en effet, demandent à l'emprunteur de remettre à l'agent une actualisation des documents si ceux-ci ont été modifiés depuis leur remise. D'autres cas doivent être, d'autres engagements, c'est sur la slide d'avant, doivent être également respectés, et je passe la parole à Alexa, notamment concernant l'endettement additionnel, toujours la slide d'avant. Bonjour, merci Chloé. Oui, simplement un mot pour attirer votre attention sur certaines, toujours comme des Chloé, déclarations, engagements et cas de défaut, et notamment les engagements qui vont être liés à l'endettement additionnel autorisé. Traditionnellement, enfin très souvent, dans les contrats de crédit, l'emprunteur s'engage à ne pas contracter d'endettement autre que l'endettement autorisé. Dans la marche normale des affaires, on fait référence souvent à un endettement au titre d'une convention de gestion centralisée de trésorerie ou l'endettement contracté de façon habituelle dans une relation d'affaires, je dirais, classique. Aujourd'hui, et ça c'est valable notamment pour les emprunteurs qui vont solliciter auprès de leurs partenaires bancaires des prêts garantis par l'État, il faudra, le cas échéant, pas oublier de faire un petit carve-out sur cet engagement. Idem, si compte tenu de la tenue d'un chantier, par exemple, pour des prêts relatifs à de la promotion ou à du financement de rénovation ou de travaux, eh bien, vous aviez des factures que vous contestiez ou que vous ne payez pas, attention aux clauses de défaut croisé. La clause de défaut croisé, c'est la clause qui va générer un défaut au titre d'une documentation de crédit alors que la contestation ou le non-respect de l'obligation de paiement va concerner un rapport contractuel autre. Là aussi, attention, idem si la contestation se transforme en litige ou si la contestation devient plus sérieuse, attention aux déclarations, aux engagements relatifs aux litiges et privilèges. On traite les défauts croisés et les litiges et privilèges de la même manière parce que là, la rédaction sur la place est quand même moins standardisée. Donc, pour savoir si le cas de défaut est constitué ou pas, il va falloir relire très attentivement ces deux stipulations contractuelles, notamment se demander à partir de quel moment ces cas de défaut pourraient être constitués. Est-ce que c'est une simple contestation? Est-ce qu'il faut au contraire que l'affaire ait été portée devant les tribunaux? Est-ce qu'il faut avoir été condamné? Est-ce qu'il y a un seuil? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il y a une période de remédiation? Par exemple, sur les privilèges, il n'est pas rare que les banques laissent une cure période de 45 ou 60 jours, notamment pour le cas échéant faire échec à toute demande qui serait ouvertement dénuée de tout fondement juridique. Et puis enfin, il y a d'autres engagements qui vont être les engagements qui vont être plus spécifiques à la construction. C'est clairement l'arrêt de chantier, c'est clairement un des sujets qui a été le plus médiatisé dans notre domaine depuis ce début de confinement. Et là encore, il faut lire attentivement les contrats de prêt relatifs à la promotion ou aux travaux, au financement VFA et CPI pour savoir quelles sont les conséquences d'un arrêt de chantier. Alors, il se peut, et ça je dirais c'est l'obligation un peu minimum, que rien ne soit prévu. Si rien n'est prévu, attention, car vous allez être rattrapé par les clauses, et notamment là je m'adresse aux emprunteurs, vous allez être rattrapé par les clauses générales d'information de la banque, puisqu'on peut considérer dans ce genre de financement qu'un arrêt de chantier est évidemment une information substantielle qu'il faut porter à la connaissance de la banque. Et puis, plus généralement, il y a dans les contrats de crédit un certain nombre de milestones pour la mise hors d'eau, la mise hors d'air, pour la livraison. Et là encore, il faut vérifier si, quand bien même ces délais sont un peu plus tardifs, il faut vérifier si eh bien, on peut d'ores et déjà prévoir avec un arrêt de chantier actuel que le calendrier final ne sera pas respecté. Et si tel est le cas, eh bien là, il faut évidemment en parler à la banque pour anticiper autant que faire se peut les conséquences de ce retard. Et de manière générale, la raison pour laquelle aujourd'hui, il est vraiment important que les deux parties au contrat de crédit, donc l'emprunteur et le partenaire bancaire, se parlent, c'est afin d'anticiper le cas échéant les conséquences de la survenance d'un cas de défaut. Pourquoi? Parce que vous savez, traditionnellement, le cas de défaut, dès lors qu'il a eu lieu et que la cure période est passée, donne le droit
à la banque, si elle le souhaite, de prononcer l'exigibilité du crédit. Ça veut dire qu'il y a une déchéance du terme et que le cas échéant, si jamais l'emprunteur ne remplit pas ses obligations de paiement, et bien dans les cas extrêmes, la banque peut mettre en œuvre les sûretés. Mais avant qu'on arrive, je dirais, à cette situation assez aboutie, il y a un certain nombre d'autres conséquences dans la surveillance du cas de défaut qu'il ne faut pas oublier. La surveillance d'un cas de défaut va, dans certains cas, donner lieu au paiement de pénalités, au paiement d'intérêts de retard, peut, sous certaines réserves, conduire à une augmentation significative de la marge. La surveillance du cas de défaut peut aussi faire échec à la libre utilisation de l'excédent de trésorerie. Ça peut aussi avoir un impact sur les distributions ou les charges que l'emprunteur peut faire passer avant le paiement de la dette. Donc, il peut y avoir des modifications assez substantielles du crédit avant du fait de la survenance d'un cas de défaut. Et là encore, on ne peut que conseiller aux parties de se rapprocher. D'autant que, on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de cette séance, sous l'effet de l'article 4 de l'ordonnance 306, eh bien, on a un certain nombre de clauses qui, dans la période d'un mois, jusqu'à la période d'un mois à compter la fin de l'état d'urgence sanitaire, alors qui, comme on vous l'a dit, pour l'instant est fixé au 23 mai et qui pourrait être par la suite fixé au 23 juillet, eh bien, on rajoute un mois à ces deux délais et on a une période juridiquement protégée qui va reporter et rééchelonner certaines obligations des emprunteurs. Donc là encore, si tel était le cas, eh bien, on ne peut que vous enjoindre de respecter l'ordonnance et surtout de parler, de faire en sorte que les parties se parlent pour arriver à une solution amiable et une sortie par le haut à l'existence de ce cas de défaut. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que d'autres concepts juridiques un peu généraux pourraient être évoqués, pourraient être utilisés afin de neutraliser les contrats de prêt? On avait beaucoup parlé, ça c'était au début de l'année, quand on voyait le Covid arriver doucement chez nous, on avait beaucoup évoqué, notamment dans le secteur bancaire, la possibilité d'utiliser la force majeure. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un accord sur la place pour dire que, compte tenu des trois conditions d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité à remplir, ce ne serait pas le bon outil juridique. L'imprévision aussi a pu être évoquée plus récemment en ce qu'elle serait moins automatique et plus facile à démontrer. On attirera juste votre attention sur le fait que l'imprévision, depuis, elle n'existait pas, enfin, elle n'était pas reconnue par le Code civil avant 2016 et depuis qu'elle l'est, la position de place, c'est quand même d'en exclure l'application dans les contrats de crédit. Donc au moins pour les contrats de crédit qui sont conclus après 2016, compte tenu de cette renonciation contractuelle, elle pourrait être très difficile à mettre en œuvre. Alors, une fois qu'on a dit qu'il fallait anticiper la survenance des cas de défaut et qu'il fallait se parler, qu'il fallait arriver à une position, qu'il fallait négocier, qu'il fallait le faire toujours avec l'idée de la bonne foi en tête, comment fait-on? Sur quelle base un emprunteur pourrait-il engager les discussions avec sa banque? Eh bien, tout d'abord, la bonne question à se poser, c'est de savoir quelle est la nature de la demande de l'emprunteur. Est-ce que l'emprunteur est d'ores et déjà en cas de défaut ou est-ce qu'au contraire, il l'anticipe et auquel cas, il faudra sûrement demander un waiver ou est-ce qu'au contraire, l'emprunteur, notamment parce qu'il sait qu'il ne va pas percevoir un certain pourcentage de ses loyers, anticipe un défaut de paiement et dans ce cas-là, va plutôt solliciter de sa banque, notamment s'il l'a bien anticipé, l'octroi d'un moratoire. Et ça, c'est vraiment important de savoir quelle est, je dirais, la nature juridique de la demande parce que ça va conditionner l'application par la suite d'un certain nombre de règles dans le crédit. Il va aussi falloir que l'emprunteur se demande à qui il doit adresser sa demande parce que et là encore, il faut bien se référer notamment aux clauses notification ou à l'annexe notification de votre contrat de crédit parce que là encore, les interlocuteurs du day-to-day ne pourraient pas être ceux qu'il faut saisir. J'entends si vous parlez d'ordinaire au front, peut-être que là, notamment, il va falloir utiliser les clauses d'agency et vraiment parler à certaines personnes qui seront déterminées dans le contrat de crédit.
Et puis, une fois qu'on aura fait ça, et ça c'est en lien avec la nature de la demande, il faudra aussi savoir si l'on sollicite l'accord sur un waiver ou bien l'accord sur une renonciation ou bien l'accord sur un moratoire, il faudra savoir qui doit le voter. La règle, c'est que en général, les décisions doivent être prises à la majorité des prêteurs. Là encore, il faudra savoir est-ce que c'est une majorité à 50% ou est-ce que c'est une majorité aux 2/3. Mais certaines décisions peuvent devoir être prises à l'unanimité des prêteurs. C'est le cas notamment, je dirais, des décisions les plus graves, les plus importantes, comme le report d'une date d'exigibilité ou bien le rééchelonnement d'un certain nombre de paiements. Et ça, en général, vous avez des articles dédiés et en fait, l'unanimité et les décisions devant être prises à l'unanimité sont limitativement exposées. Il faut aussi faire attention quand on va calculer sa majorité à 2 clauses sur lesquelles on souhaitait attirer votre attention. La première, c'est la clause snooze you lose qui prévoit que si un créancier n'a pas répondu dans le délai imparti, eh bien sa participation ne sera pas prise en compte pour le calcul de la majorité requise. On a aussi la clause Young the Bank qui peut parfois faire la différence puisque elle prévoit que si une banque s'oppose à une décision qui par ailleurs est autorisée par la majorité des prêteurs, eh bien la banque peut faire l'objet, enfin la participation de la banque en question peut faire l'objet d'une vente forcée. Il faudra aussi, et là une fois encore je m'adresse plutôt aux emprunteurs, dès lors que vous aurez décidé d'introduire cette demande d'avenant ou de waiver auprès de vos partenaires bancaires, vous interroger et regarder, peut-être relire avec attention la clause de frais et notamment solliciter qu'un certain nombre de frais fassent l'objet de devis préalablement agréés pour éviter les mauvaises surprises puisque traditionnellement dans les docs de crédit, l'intégralité des frais relatif à l'octroi d'un waiver ou d'un moratoire, eh bien l'intégralité de ces frais pèse sur l'emprunteur. Enfin, et c'est une remarque que Chloé a pu vous faire sur la partie tirage du crédit, il faut aussi là être particulièrement attentif aux personnes qui seront habilitées à signer cette demande de waiver ou de moratoire. Pourquoi? Parce que en général, comme ça reste un acte exceptionnel de la vie du crédit, on n'y a pas pensé, il n'y a pas forcément des pouvoirs qui ont été mis en place day one à ce titre. Donc, il faudra, le cas échéant, s'assurer que la personne qui a signé cette demande de waiver, eh bien, elle soit habilitée à le faire. Alors, qu'elle soit habilitée à le faire parce que c'est le représentant légal ordinaire qui figure au CABIS, par exemple, de la société en question, ou bien parce que, justement, à période exceptionnelle ou mesure exceptionnelle, une décision sociale spécifique aura été prise pour habiliter le signataire à signer le document. Et là encore, on attire votre attention sur le fait que les règles classiques peuvent être en ce moment un peu aménagées. On a notamment une ordonnance du 25 mars 2020, alors là qui va plutôt concerner les règles de convocation et de présence aux assemblées qui vont faire, comme vous le savez, une plus large part aux visioconférences et à la signature électronique, ce qui me permet de faire une transition pour donner la parole à François Régis qui justement va s'intéresser à ces sujets de signature électronique. Bonjour à tous. Excusez-moi, problème de connexion. Bien, je vais vous parler de signature électronique. Alors, principalement, une signature électronique pour les actes sous seing privé, puisque les notaires ont leur propre système. Alors, les notaires connaissent depuis longtemps la signature électronique. Le problème que le confinement leur a posé, c'est que c'est surtout pour les actes dits solennels qui requièrent la présence physique, où là, effectivement, c'était un problème. Mais comme l'a dit Sidonie tout à l'heure, les notaires ont réglé le problème avec un petit décret leur permettant de fonctionner par procuration. Donc, la signature électronique, en ces moments de confinement, avoir un plan de continuation d'activité, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir continuer à signer ses contrats et à poursuivre ses engagements contractuels. Et la signature électronique, évidemment, est l'outil que tout le monde redécouvre depuis quelques mois, sachant que
le Code civil l'avait introduit, enfin la signature électronique avait été introduite dans le Code civil depuis maintenant près de 20 ans, puisque c'était au début des années 2000 que le Code civil a été aménagé pour reconnaître le principe de la signature électronique. Alors, il faut savoir que donc on trouve ces éléments dans l'article 1367 du Code civil au début des années 2000, et les tribunaux se sont même déjà prononcés depuis un certain temps, et notamment un arrêt de la Cour de cassation en 2016 qui avait reconnu la validité du principe de la signature électronique. Alors, qu'est-ce que nous dit le Code civil? Il nous dit tout simplement que pour que ça puisse fonctionner, il faut avoir recours à un procédé fiable. Alors, c'est du bon sens, bien entendu, mais comme souvent dans le Code civil. Et c'est justement ça qui a mis du temps à se mettre en place, et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été beaucoup utilisé jusqu'à présent. C'est que l'Europe, parce que ça s'est fait au niveau européen, a mis beaucoup de temps à se mettre d'accord sur ce qu'était un procédé fiable en termes de signature électronique. Et c'est par un règlement européen, dit le règlement IDAS de 2014, que finalement on a pu mettre en place un environnement cohérent, fiable, autour de la signature électronique. Et c'est ça vraiment, le règlement IDAS, c'est vraiment le fondement technique de la signature électronique. Alors, pour résumer, aujourd'hui, nous avons deux grands systèmes de signature électronique. Nous avons un système dit qualifié et un système dit avancé. Alors, la grande différence entre les deux, c'est que dans le système qualifié, en réalité, vous avez une identification en face à face du signataire, c'est-à-dire que quelqu'un qui est autorisé vient contrôler en face à face, physiquement, que le signataire est bien le détenteur de la carte d'identité qu'il présente. Alors, c'est un procédé qui n'est pas très utilisé parce que pas très pratique. Il faut vraiment qu'il y ait une vérification en face à face. Elle est quand même utilisée, mais le plus souvent, et notamment dans les transactions où c'est pas toujours le mandataire social qui signe, mais des délégataires, il faut aller vite, la date de signature a changé, etc. Et donc, du coup, c'est pas toujours très pratique de passer par une signature qualifiée. Et donc, dans les transactions, on passe souvent par des signatures dites avancées. Alors, la différence entre les deux, au-delà du technique, elle est un petit peu juridique aussi, c'est que la signature qualifiée bénéficie d'une présomption de fiabilité, pas de validité, mais de fiabilité, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, elle est réfragable, jusqu'à preuve du contraire, la signature qualifiée est présumée fiable. D'accord ? Mais en l'occurrence, même si vous utilisez une signature avancée, elle est toujours valable. Et elle est d'ailleurs très utilisée aujourd'hui. Les signatures électroniques aujourd'hui, elles peuvent être utilisées dans quasiment tous les actes de la vie courante des affaires. Et il y a quelques exceptions, vous retrouvez tout ça à l'article 1174 et 1175 du Code civil. C'est quasiment tous les actes de commerce. Il y a quelques exceptions qui sont liées principalement en fait au droit de la famille, succession, et puis lorsque ça implique des particuliers, d'accord, et puis certaines sûretés. Mais sinon, vous pouvez utiliser aujourd'hui la signature électronique dans quasiment tous les actes de votre vie courante, des affaires, bien entendu. Il faut savoir que depuis quelques années, LPA-CGR a mis en place une plateforme de transaction avec au bout la signature électronique. Elle est de plus en plus utilisée et aujourd'hui, c'est quelque chose qui sauve un petit peu la vie des affaires, puisque en réalité, on peut continuer à travailler en télétravail, mais aussi on peut continuer à conclure des contrats. On a quelques difficultés avec les services des impôts pour les enregistrements. Et là, la doctrine fiscale n'est pas tout à fait en place, puisqu'en fonction des services compétents, il y en a certains qui nous demandent quand même d'imprimer les documents qui doivent être enregistrés pour les présenter à l'enregistrement, d'autres qui reconnaissent
la signature électronique en fonction des pratiques locales. C'est un petit peu différent, mais tout ça va au bout du compte de toute manière se normaliser et on n'a pas de doute que, notamment pour les enregistrements, on va finir par reconnaître complètement l'enregistrement d'un document signé électroniquement. Voilà ce que je pouvais dire sur la signature électronique. Je crois que nous en avons terminé avec notre intervention. Merci à tous pour votre participation et n'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions, même si vous ne les avez pas posées tout de suite. Nous serons ravis de pouvoir y répondre. Toute l'équipe LPA CGR vous remercie. Alors, je ne sais pas si tous ceux qui ont participé, voilà, on revienne se mettre à l'écran. Merci à tous donc, et puis à très bientôt. Alors, on vous donne rendez-vous le 14 mai prochain à 9 h pour vous parler de construction et de chantier, qui sont des sujets qui ont généré beaucoup de préoccupations ces derniers temps, pour vous parler d'urbanisme, de copropriété, de médiation et de procédures tant civiles qu'administratives. On vous remercie de votre fidélité, vous avez été très nombreux. Et on reste mobilisés pour vous accompagner dans cette période difficile. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.